як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Родина, вже ж, як і всі українські родини, зараз роз'єднана. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Так само і ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких направлені російські ракетні рейди. That is my love and that is my best friend. So that is my energy. I know that if he endures, then I have to endure. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir sur BFM TV pour cette émission spéciale. Une première dame dans la guerre. Bonsoir Olena Zelenska. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci d'accorder à BFM TV votre toute première interview à la télévision française. C'est votre première visite à Paris depuis le début de la guerre? Depuis le début de la guerre, oui. Bon, tout se passe bien, tout s'est bien passé jusqu'ici? Je vous remercie. Et la France a toujours été accueillante, tout va bien. Maintenant, tout dépend de moi, de mon énergie et de la manière dont se déroulera cette visite. Ulysse Gosset est avec moi ce soir pour vous interroger. Bonsoir Ulysse. Bonsoir Maxime, bonsoir Madame Zelenska, merci d'être là ce soir. Et ce public qui est là aussi ce soir pour vous et qui va participer à cette émission, qui va vous poser des questions ce soir. On a beaucoup de questions évidemment à vous poser. Vous avez face à vous des Français, des Ukrainiens qui tout au long de cette émission vont vous interroger sur ces 10 mois de guerre, sur votre rôle. On a appris en 10 mois de guerre, en 10 mois de conflit déclenché par la Russie, on a appris à connaître les Ukrainiens, leur détermination. On a appris aussi, on a vu les images, à connaître votre mari. Mais on vous connaît encore peu ici, en France. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir, en quelques mots, et pour débuter cette émission, de votre engagement? Pourquoi est-ce que vous êtes ici, en France, ce soir? Je peux tout de suite vous dire que j'utilise la moindre occasion pour parler de l'Ukraine. J'accepte toute invitation pour parler davantage de l'Ukraine, de cette terrible tragédie que nous traversons maintenant, parler de la guerre, parler des gens. Si les politiciens parlent une langue des slogans politiques, la langue des chiffres, la langue des déclarations, pour ma part, j'ai la possibilité de m'exprimer au nom des gens qui vivent aujourd'hui dans un pays en guerre. J'ai la possibilité de raconter les histoires de ces gens et je profite de cette occasion. On a ces images aujourd'hui de vous avec Brigitte Macron. Vous étiez ce matin à l'Élysée. Vous travaillez ensemble, très concrètement, avec Brigitte Macron. Je suis très reconnaissante à Madame Brigitte Macron pour notre lien très étroit. C'était la première dame que j'ai rencontrée en tant qu'épouse du président ukrainien. Je me souviens de notre première rencontre sur le perron de l'Élysée, il y a 3 ans. Avec beaucoup de reconnaissance, car en tant que novice dans ce rôle, j'étais très inquiète. J'entrais dans un nouveau rôle pour moi, dans une nouvelle société, et elle, en tant que femme, m'a beaucoup soutenue. Elle m'a donné de l'assurance. Et maintenant, dans cette étape de guerre à grande échelle, je peux dire que notre amitié ne fait que se renforcer. Nous avons déjà réalisé des projets en commun. C'est tout d'abord l'évacuation des enfants atteints de cancer depuis l'Ukraine. Nous appelons ce projet le convoi de la vie. Près de 30 enfants ukrainiens ont obtenu la possibilité de se soigner
En France, malheureusement, ces enfants doivent mener une guerre sur deux fronts. Ils vivent dans un pays en guerre, mais ils mènent aussi leur propre guerre pour leur santé. Par conséquent, je suis très reconnaissante à nos partenaires et en particulier à Mme Macron d'avoir non seulement tendu la main secourable, mais d'avoir fait beaucoup de choses pour nos enfants. Elle a rencontré personnellement l'avion qui a amené nos enfants et leurs familles. Elle est montée dans l'avion pour soutenir les mamans et les enfants. Et c'était effectivement un geste d'une véritable personne. Je lui suis très reconnaissante. J'espère que notre coopération se poursuivra. Nous avons déjà beaucoup d'idées de ce que nous pourrons faire dans le domaine médical, en particulier dans le domaine humanitaire. Je suis persuadée que ce lien sera impossible à rompre. Même nos rencontres officielles ne sont plus si protocolaires que cela. Nous pouvons parler l'une avec l'autre comme des amis. Et en même temps, au-delà de cette amitié personnelle entre deux premières dames, il y a votre mission à Paris, extrêmement importante, puisqu'il s'agit de préparer la reconstruction de l'Ukraine. Il y aura demain une réunion très importante avec le président de la République et des dizaines de pays qui sont venus à Paris. Et puis, il y a aussi l'hiver qu'il faut affronter maintenant. C'est ça votre mission essentielle, au-delà de l'humanitaire, c'est vraiment d'aider l'Ukraine à préparer l'hiver. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la France aujourd'hui ? En effet, je suis reconnaissante à la partie française pour cette conférence qui aura lieu demain. Je partagerai avec vous cette information. Il n'y a pas longtemps, j'ai formé une fondation qui a pour mission d'aider l'Ukraine à tenir. Nous sommes une sorte de pont entre les gens et les organisations, les sociétés, les milieux d'affaires à l'étranger qui souhaitent aider l'Ukraine et les Ukrainiens qui ont besoin de cette aide. Demain, pendant la conférence et le soir, nous avons un événement autour de la Fondation. Je parlerai en particulier de l'aide à l'hôpital d'Izium, dans la région de Kharkiv. Cet hôpital est dans un bâtiment à moitié détruit qui a besoin d'être restauré. Parce qu'à peu près 150 000 personnes avant la guerre se soignaient dans cet hôpital. Aujourd'hui, leur nombre a diminué, mais les gens reviennent, les gens ont besoin d'être soignés. Mais au-delà des Français qui aident l'Ukraine, au-delà des médecins et des familles qui accueillent les Ukrainiens, il y a, je crois, vraiment ce besoin d'aide des entreprises françaises. Vous lancez un appel aux businessmen français, c'est pour cela que vous êtes là, ici, à Paris ? Bien évidemment. Les milieux d'affaires, Il y a un grand besoin aujourd'hui en Ukraine dans les générateurs. Les groupes électrogènes. Nous devons rendre la chaleur aux gens. Nous comptons beaucoup sur les résultats de la rencontre de demain et d'avoir la possibilité de recevoir davantage d'aide qu'à présent. On est ensemble, Olena Zelenska, ce soir pour parler évidemment de ce que vivent les Ukrainiens, comprendre ce qu'ils vivent, les bombardements par les Russes depuis 10 mois, évidemment le froid et les difficultés de l'hiver. Mais je le disais, c'est votre première visite ici en France depuis le début de la guerre et les Français vous connaissent peu encore. On a donc demandé à une de nos journalistes de brosser votre portrait ce soir, de vous présenter. On regarde les images, c'est préparé par Stéphanie Zenati et on en parle ensuite juste après. Elle est devenue une figure de la résistance dans son pays. Olena Zelenska, 44 ans, la première dame ukrainienne. Ici, elle prend la parole en Grande-Bretagne, là, aux États-Unis. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Olena Zelenska en première ligne, elle qui est réputée pour être plutôt discrète. Productrice et scénariste de télévision, elle a toujours vécu dans l'ombre de son mari, comédien. Mais en 2019, lorsqu'il est élu président, il l'a fait passer de l'autre côté de la caméra et lui offre le rôle de première dame de l'Ukraine. That is my love and that is my best friend, so that is my energy. La voici ici à ses débuts, en visite à Paris, tétanisée, aux côtés de Brigitte Macron.
Tous les grands événements de l'Élysée ont lieu dans cette salle. Depuis, Olena Zelenska a pris de l'aisance. 3 ans plus tard, c'est elle d'ailleurs qui rassure son pays tout entier lorsque la guerre éclate. Aujourd'hui, je ne vais pas paniquer et pleurer. Je serai calme et confiante. Mes enfants me regardent. Comme pour donner l'exemple, cette mère de famille reste en Ukraine, loin de son mari, dans un abri avec leurs 2 enfants. Chacun de son côté, le couple utilise alors une arme qu'il maîtrise à la perfection, la communication. Я хочу, щоб ви поглянули на ці фото і ваше абстрактне уявлення про війну в Україні стало реальним. Une réalité devenue son quotidien depuis presque un an. Olena Zelenska, on vous décrit dans ce portrait à l'instant, discrète, tétanisée même quand vous arrivez pour la première fois à l'Élysée. Tout ça, c'est terminé. La guerre vous a transformé? Par moments, nous ne choisissons pas les transformations, ne choisissons pas notre voie. La situation nous oblige non seulement à sortir de notre zone de confort, mais parfois faire un saut en dehors de cette zone. Et lorsque dans ton pays se déroule une tragédie appelée la guerre, réfléchir à son propre confort, à ce qui est agréable ou désagréable, à ce dont on a peur ou non, c'est amoral. Je fais donc ce que je peux faire et j'espère que c'est efficace et je continuerai à le faire. Je voudrais qu'on revienne en arrière, qu'on revienne au 24 février, la première fois que ces sirènes que l'on va entendre, que l'on va réentendre, retentissent dans la ville de Kiev. À quelle seconde précise vous comprenez que la guerre a démarré? À quelle seconde, à quelle image vous avez en tête de ce moment-là? Je me souviens de la nuit derrière la fenêtre, parce que je crois que c'était à 4h30, 4h50 du matin, il faisait encore nuit. La première chose que j'ai entendue, c'était des bruits étranges qui ressemblaient à des explosions. Ma première pensée était que peut-être il s'agissait d'un feu d'artifice. Après, quand tu regardes l'heure, tu comprends. Au début, on n'a pas envie de croire qu'il s'agisse d'une véritable guerre, que cela a commencé, mais cette compréhension arrive très vite et tu comprends que toute ta vie, telle que tu l'imaginais, a pris fin. Je rajouterai aussi que ce jour, nous n'avons pas entendu des sirènes. Le système d'information de la population, des alertes a commencé à fonctionner bien plus tard. Nous entendions seulement des explosions et ne comprenions pas ce qui se passait et où. Qu'est-ce que c'était, qui c'était. Lorsque nous voyions les hélicoptères ou les avions, nous ne savions pas si c'était nos avions ou les étrangers. Est-ce qu'ils nous apportent la mort ou au contraire sont en train de nous défendre? Je me souviens que depuis la fenêtre de ma maison, j'ai vu un avion qui volait très bas. C'était effrayant car je ne comprenais pas de quel avion il s'agissait. Après, il est devenu clair que c'était sans doute notre avion, mais sur le moment, lorsque, à une toute petite distance, quelque chose vous survole, une grande machine qui peut porter la mort, c'est extrêmement désagréable. Et vous comprenez à ce moment-là aussi que la guerre a commencé parce que cette nuit-là, votre mari a disparu. Il n'est plus à vos côtés. Il n'a pas disparu, il n'était tout simplement pas là à mes côtés. Je l'ai retrouvé une minute plus tard dans la pièce voisine. Il était déjà habillé. Il est parti travailler. C'était la dernière fois que je l'ai vu en costume et en chemise. Le reste du temps, vous savez à quoi il ressemble. Bien évidemment, je lui ai posé la question sur ce qui s'est passé. Et il ne m'a dit qu'une seule chose, ça a commencé. Ça a commencé. Et tout est devenu clair. À ce moment-là, pour vous, il y a une décision à prendre. C'est de savoir ce que vous pouvez faire avec les enfants, rester ou partir avec vos 2 enfants, Alexandra et Kirilo.
не стояло так питання взагалі. La question ne se posait pas. Я цього не вирішувала, Je ne l'ai pas і décidé. ми навіть не обговорювали це з Nous n'avons même президентом. pas discuté de Що ce ми sujet будемо avec le робити, président, якщо qu'est-ce це que nous allons станеться. faire si cela allait У мене не arriver. було жодного Je бажання n'avais aucun кудись désir їхати de partir, où que або ce soit. тікати. ou fuir. По-перше, це принизливо, Tout по-друге, d'abord, c'est humiliant. Ensuite, не було плану. Я вам il n'y avait скажу pas de чесно, плану projet не comme ça. було. Je vous le dis en toute franchise. Mais quand même, vous avez dû quitter la capitale pour vous mettre à l'abri. Et vous savez que plusieurs pays, dont la France, vous ont demandé si vous souhaitiez, par exemple, être évacué, exfiltré vers l'ouest. Et votre mari a refusé. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait donc après le début de la guerre? По-перше, мене змусили покинути Київ, тому Premièrement, on m'a що obligé de quitter Kiev були задіяні parce заходи qu'il y a eu des moyens qui ont été mis en безпеки, place, des на які moyens я de не могла sécurité впливати. Мені dont je n'avais pas influence. бути On поруч з m'a президентом. Нам interdit повинно d'être було- près du ми повинні président. були бути в різних On місцях. devait se trouver dans des endroits Мені différents. ніхто не Personne дав зрозуміти, чому ne це m'a fait так. comprendre Це pourquoi було c'est дуже comme ça. швидко. Tout s'est passé très І про rapidement. те, що до президента зверталися І з допомогою, з Concernant тим, що donc l'aide qu'on пропонували proposait мені au виїхати, я дізналася вже président набагато пізніше. et qu'on me Якийсь час у нас proposait de взагалі не було partir, з je l'ai ним appris plus tard зв'язку. parce que pendant quelque temps, nous Але n'avons pas de мені contact entre особисто nous. Nous n'étions pas en пропонували і contact, мої mais personnellement, on m'a колеги, інші proposé, перші леді, mes collègues, мене також entre був autres, зв'язок і d'autres телефон, premières dames, tant que пропонували j'avais свою la допомогу, connexion, всі elles me proposaient leur телефонували, aide, tout le висловлювали monde слова téléphonait, підтримки. Це було on дійсно m'adressait des важливо mots de в той soutien момент. et c'était très почути important en голос ce друзів. Dont moment-là Brigitte Macron. d'entendre les Brigitte voix de Macron. l'ami. Elle vous a proposé de venir en France. Наскільки я пам'ятаю, так, D'après ce que je me souviens, oui. я не могла, Mais, по-перше, приймати це рішення Premièrement, je ne pouvais особисто. pas prendre cette В той décision момент personnellement. зв'язку з президентом не Et- було. По-друге, я Et ніколи не хотіла j'étais pas en contact avec le président et покидати je n'ai jamais країну. voulu Я quitter le вважаю, pays що це було б дуже parce поганим que je знаком для pense que нашого ça суспільства. aurait pu être un très mauvais signe pour notre Правильно, що société ми et je pense que зробили так, як nous avons fait une bonne chose. On a vu à l'instant votre mari dire au tout début de la guerre qu'il était la cible numéro 1, mais que juste derrière, c'était vous. Vous étiez la cible numéro 2. On a vu en préparant cette émission à quel point il y avait des précautions en termes de sécurité autour de vous, et c'est peu de le dire, les gardes du corps, le fait d'avoir vérifié ne serait-ce que le matériel qu'on vous a confié pour préparer l'émission, notamment ce micro, etc. Vous vous sentez en permanence en danger aujourd'hui? C'est ça aussi qui a changé pour vous? Можливо, ні. Peut-être pas. Можливо, це неправильно, але я Peut-être c'est не відчуваю pas себе ça, mais фізично в небезпеці. je ne Я me sens спокійна, pas тому що, physiquement як en ви сказали, danger, je suis навколо мене tranquille, багато людей, puisque, які comme vous піклуються l'avez про dit, мою il y a охорону. beaucoup de gens qui m'entourent et qui Але s'occupent de ma жодна людина в sécurité. Україні зараз Mais не почувається aucune в повній personne безпеці en через Ukraine, personne en Ukraine постійний ne se ракетний sent терор en Росії. sécurité à cause de la Тому, terreur коли de ти la знаходишся Russie. в своєму Et c'est pour ça, будинку і lorsque чуєш vous vous повітряну trouvez dans тривогу, votre ти маєш maison et que спускатися в vous, укриття, vous якщо воно в entendez тебе les є. sirènes, il Коли faut ти їдеш descendre dans un abri si машині vous en і avez. чуєш Si повітряну vous êtes en тривогу, ти voiture маєш et vous вирішити, entendez des sirènes, il faut ти prendre la продовжуєш décision їхати, si vous або continuez ти de rouler, шукаєш soit il faut укриття. aller chercher un Коли abri. ти на роботі, а твоя Lorsque дитина в vous школі, êtes au і ти travail et чуєш votre повітряну enfant тривогу, est à l'école ти et vous починаєш entendez des sirènes, нервувати, alors vous чи commencez їхній à клас спуститися в stresser укриття. et vous pensez à ce que leur така classe a гра pu в rejoindre такі l'abri. ганебні Donc c'est схованки. toujours c'est un Це принизливо. jeu І вся Україна зараз humiliant de принижена. cache-cache Тому, et tout le pays відчуття est humilié несправедливості actuellement. – це Donc ce одне з sentiment основних почуттів d'injustice, зараз c'est le для sentiment українців. majeur des Ukrainiens actuellement. Ce sentiment d'injustice, comment est-ce que votre famille, vos enfants le vivent aujourd'hui? Це важко описати. C'est Знаєте, difficile à дуже décrire, складно. vous savez, c'est très compliqué. Ми в постійній напрузі вже Nous більш sommes ніж tendus en permanence 10 місяців. Depuis 10 mois, plus de 10 mois. І якщо перші місяці Et постійно si les очікував, що це premiers може mois, швидко pendant les premiers mois, закінчитися, то on зараз ми всі pensait que ça se розуміємо, що terminera, ми маємо ça peut se бути terminer витривалими. rapidement. Maintenant, on pense que ça Тому peut що durer. ми не знаємо, коли закінчиться Et цей parce que nous ne savons марафон pas на quand est-ce que ce виживання. marathon pour la vie prendra Якимось fin. чином ми Et пристосовуємося вже ж. d'une manière ou d'une autre, on s'habitue, on Але s'adapte. Mais
Par exemple, aujourd'hui, cette nuit, je me suis réveillée à l'hôtel à Paris. C'est un bruit inconnu qui m'a réveillée. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est encore quelque chose qui explose dehors. Ce n'est qu'après que j'ai compris que je suis en sécurité. Actuellement, nous ne pouvons pas nous permettre de se relâcher. Parfois, nous faisons des choses habituelles, les enfants vont à l'école, nous allons travailler, mais ce n'est pas une situation normale. On nous a pris ce sentiment de normalité. Et vous vivez, on sait que vous avez été séparés, que les enfants et vous ne pouviez pas vivre avec Volodymyr Zelensky au début de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes réunis comme famille? Toujours pas. Non, nous ne sommes pas réunis, nous vivons à part avec les enfants et Volodymyr vit dans son bureau. Parfois je peux le voir parce que je lui rends visite à son bureau. Les enfants peuvent le faire plus rarement et forcément leur père leur manque. Je voulais simplement vous demander, est-ce que vous pensez que Poutine et les Russes ont voulu éliminer votre mari? On sait qu'il a voulu l'exclure du pouvoir et prendre le contrôle de l'Ukraine. Est-ce que lui-même était menacé physiquement? Est-ce que vous-même, vous avez pensé que vous étiez menacé et que Poutine voulait vous éliminer physiquement? Je ne sais pas. À vrai dire, je n'aimerais pas penser, réfléchir à ce genre de choses, leur donner une chance de penser à ça, même s'ils ne pensaient pas du tout à ça. Moins on en parle, plus on est en sécurité. Olena Zelenska, vous avez accepté de dialoguer. Aujourd'hui, on va le faire avec le public qui est ici présent. Et on va se tourner d'abord vers Irina. Irina, où êtes-vous? Irina, vous êtes là. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, vous vivez en France depuis une quinzaine d'années maintenant. Et vous avez ce soir une question pour Olena Zelenska. Добрый вечер. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la question, comment voyez-vous le rôle de la fonction de première dame ukrainienne? Qu'est-ce que vous avez appris durant ces 3 dernières années à travers vos visites, à travers vos rencontres avec d'autres premières dames? Et bien évidemment, plus précisément, comment voyez votre rôle actuellement en temps de guerre? Merci. Merci à vous, merci Irina. C'est une question assez complète. Je ne sais même pas par quoi commencer. Un de mes rêves, peut-être, c'est avoir une institution informelle de première dame en Ukraine et je ferai tout pour transmettre mon expérience acquise pendant cette période à aux prochaines premières dames. Peut-être que mes premiers pas avaient l'air d'être un peu timides au début parce qu'il n'y a pas de système qui existe et qui aide à agir à la femme du président. J'étais obligée de l'inventer, de la créer, de créer une structure qui m'aide. Et après, quand ça a été fait, le travail a continué. Il y a une phrase qui existe et qui décrit l'activité de première dame. Ça s'appelle soft power, donc pouvoir doux. C'est les projets humanitaires, sociaux, de santé, éducatifs. Mais malheureusement, la guerre ne nous donne pas la possibilité d'agir dans le cadre de soft power. Et c'est pour ça, après le début de cette grande invasion, j'ai dû faire des pas que je n'ai jamais pu faire, d'être ambassadrice du pays au moment où mon mari ne peut pas quitter l'Ukraine. Je ne peux pas dire que je rêvais de faire ce genre d'activité, mais je sens qu'on a besoin de moi ici.
Et je dois le faire. Et j'espère vraiment que je le fais assez efficacement. J'espère que tout ce que nous allons concevoir ici aura aussi une continuité après la guerre. Et il y a une phrase qui résume bien votre caractère dans cette guerre. Vous dites, il faut arrêter de croire que les premières dames sont simplement douces. Elles sont aussi une force puissante pour vaincre l'agresseur. Ça, c'est signé Olena Zelenska. On va aller à Kiev, Olena Zelenska, ce soir, retrouver l'une des envoyées spéciales de BFM TV, Philomène Rémy, pour voir ce qu'endurent les Ukrainiens aujourd'hui. Philomène, voilà, on vous voit. Philomène, les températures sont négatives. Ce soir, à Kiev, on sait qu'il y a régulièrement des coupures d'électricité, des coupures de chauffage, et les habitants peuvent donc se retrouver, notamment dans les points de résilience que vous avez visités. Et on le voit autour de vous, il y a des rues, des avenues aujourd'hui qui sont plongées dans le noir. Ça, c'est le quotidien des Ukrainiens, des habitants de Kiev. Exactement, nous nous trouvons sur l'une des principales places de la capitale ukrainienne. Derrière nous, c'est la cathédrale Sainte-Sophie, une place qui habituellement est entièrement éclairée. Eh bien, ce soir, elle est dans l'obscurité car les autorités ont décidé de limiter au maximum l'éclairage public pour faire face à la pénurie. Et comme vous pouvez le voir sur ces images de Clément Gros-Denier, eh bien, dans les rues adjacentes, c'est la même chose. Seuls les feux de signalisation fonctionnent. Quelques bureaux, rares appartements sont éclairés. Il faut savoir qu'à Kiev, les habitants peuvent bénéficier d'électricité quelques heures par jour seulement, 1 à 2 fois, mais il reste de longues heures sans courant et notamment la nuit dans des températures négatives. Alors face à cela, des centaines d'électriciens travaillent sans relâche et on a pu suivre l'une des équipes de ces soldats d'électricité en quelque sorte qui travaillent jour et nuit pour que leurs concitoyens aient un peu plus de lumière et de chaleur. Des hommes qui aujourd'hui sont devenus des cibles depuis que la Russie a décidé de viser délibérément les infrastructures énergétiques du pays. Ils travaillent donc dans le plus grand secret, désormais sous le contrôle de la sécurité intérieure. Et l'un d'eux nous a confié ce matin qu'il se rendait au travail la peur au ventre, mais que pour lui, baisser les bras n'était pas une option. Et c'est vraiment ce qui nous a frappé depuis notre arrivée. Eh bien, c'est que tous les habitants de la capitale avec qui nous avons pu nous entretenir, dont la vie a été bouleversée depuis maintenant près de 300 jours, nous ont dit qu'ils allaient continuer à survivre comme ils le pouvaient et à se battre, même loin de la ligne de front. Philomène Rémy avec Quentin Bollier en duplex de Kiev. Pour vous, Olena Zelenska, quel est l'objectif de ces bombardements? C'est de mettre à genoux le peuple ukrainien? C'est ça l'objectif de Poutine aujourd'hui? C'est du terrorisme, c'est des actes terroristes. Il y a certaines choses qu'il a envie de réussir, d'éteindre en bombardant des infrastructures, c'est de multiplier la quantité, le nombre de personnes qui vont fuir vers l'Europe, de mettre plus de pression sur l'Europe. Et nous comprenons que les pays européens se fatiguent aussi. Il y a une grande charge, c'est une grande charge pour l'économie des pays européens parce que nos réfugiés doivent obtenir de l'aide, donc c'est une charge financière. Ici, il y a plus de réfugiés, 10 fois plus de réfugiés, ce sera négatif. Et les Européens verront sous une lumière négative les Ukrainiens et ils pourront donner moins d'aide. C'est pour ça qu'ils essayent de semer la panique, la peur. Ils espéraient que les habitants sortiraient dans les rues avec des manifestations, avec des contestations contre les coupures d'électricité. Les gens, pour eux, c'est difficile de survivre dans ces conditions. Lorsque vous avez des petits-enfants et lorsque vous ne pouvez pas faire à manger, ça c'est très difficile. Donc oui, ils détruisaient l'infrastructure critique, les stations, pour qu'ils ne soient pas renouvelés de manière délibérée. On ne dit pas le nombre de sites qui ont été détruits pour ne pas donner l'information à l'ennemi, pour qu'il ne sache pas si leurs tirs ont été réussis ou pas. Et je suis heureuse que les Ukrainiens
s'avère de plus en plus résistant. Lorsque nous avons eu des premières coupures d'électricité, les Ukrainiens faisaient des flash mobs, ils faisaient des photos avec des bougies depuis chez eux, en disant voilà, nous n'avons pas de lumière, mais nous voyons très clair vos crimes, donc nous résisterons. Vous avez dit, Madame Zelenska, c'est du terrorisme, mais on peut même parler de crimes de guerre lorsque sont attaqués des bâtiments civils, des maternités, des hôpitaux où sont les enfants. Est-ce que vous êtes, pour vous, convaincu qu'un jour, Vladimir Poutine sera traduit devant un tribunal international pour ces crimes de guerre? Est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine est un criminel de guerre? Je suis persuadée que cela doit être non seulement l'objectif des Ukrainiens, mais de l'ensemble du monde civilisé. L'Ukraine aujourd'hui se bat non seulement pour son indépendance, mais aussi pour les droits de l'homme, pour les valeurs démocratiques de l'Europe et du monde entier. La victoire pour nous, ce n'est pas seulement vaincre l'ennemi et le chasser de notre pays, de notre territoire. Pour nous, la victoire, c'est obtenir la justice. Que ceux qui donnent des ordres criminels soient punis, car tous ces militaires qui ont violé nos femmes, nos enfants et nos hommes, tous ces violeurs et voleurs qui ont volé, pillé les maisons des Ukrainiens, tous ces aviateurs russes qui envoient les bombes depuis leurs avions, ils reçoivent les ordres ou au moins l'autorisation de le faire. Sans l'autorisation, sans l'approbation de ces actes, la terreur sera impossible. C'est pourquoi j'espère que la lumière et le monde vaincra. Vous ne nommez pas Vladimir Poutine? Je peux appeler son nom tant qu'on voudra. Це, знаєте, зараз це не як уособлення зла для більшості людей в світі, я впевнена. І неважливо, яке прізвище це уособлення носить. На жаль, є не просто ця людина як особистість, є колективний Путін, є його оточення. І саме цей колективний злочин відбувається в Україні. Тому неважливо, яке прізвище буде в людини, яка сяде на лаву підсудних. Я хочу, щоб там були всі прізвища. Je veux que tous les noms s'y retrouvent. Face au bombardement, face à l'hiver, je vous ai entendu tout à l'heure dire que les Ukrainiens vous avez bluffé, vous avez épaté dans leur résistance. Est-ce que votre mari, est-ce que le président de votre pays vous a aussi épaté, vous a surpris depuis le début de cette guerre? Він мене, чесно кажучи, не вразив. Я його знаю вже давно. Це для нього нормальна поведінка. Можливо, це не дуже етично, що я кажу це про свого чоловіка, тому що він президент, але в першу чергу я про свого чоловіка не дарма його обрала своїм другом і колегою на своє життя. Я знаю, що він максимально надійна людина. Там, де хтось не зможе, він зможе. Там, де хтось не витримає, він витримає. Тому тут, мені здається, найголовніше, що в нього вистачило витримки і сил. L'essentiel, c'est qu'il lui reste assez de force et de ténacité. Je voudrais qu'on voit des images des destructions de votre pays, et notamment des destructions du côté de Kryvyi. Kryvyi, c'est de là où vous venez, c'est là où vous vous êtes rencontrés tous les deux avec Volodymyr Zelensky. On va voir ces images. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme nouvelles de vos proches? Qu'est-ce qu'ils vous racontent de ce qui se passe dans votre ville natale? Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos proches, là-bas? Malheureusement, Kryvyi Rih diffère peu d'autres régions de l'Ukraine qui sont soumises à des bombardements constants. Leur objectif principal, là-bas aussi, ce sont des objets de structure critique. On ne peut pas s'y habituer, mais les Ukrainiens s'y habituent. Вони мені розповідають те, що я їм розповідаю про Київ. Racontent ce que je leur raconte au sujet de Kiev, au sujet de la capitale. Неймовірно, що ми C'est incroyable з родичами телефоном обговорюємо такі de речі. parler avec ma famille au téléphone de ces choses-là. On continue ce dialogue, Olena Zelenska, entre vous et le public ici. On a une question ce soir de François Richer. Où êtes-vous,
François Richer, vous êtes là, vous êtes le président de la protection civile, évidemment en charge de pas mal de questions humanitaires, et vous aviez ce soir une question pour Olena Zelenska. Bonsoir Madame Zelenska. Tout d'abord, je tiens à revenir en quelques mots sur cet enthousiasme collectif et populaire de l'ensemble des Français avec qui on a pu, dès le début de la crise, dès le 1er mars, mettre en place ce formidable pont humanitaire pour venir en aide à votre peuple, Madame Zelenska. Et grâce à l'enthousiasme des Français, de l'ensemble des collectivités territoriales, de l'Association des maires de France, on a pu collecter près de 8000 tonnes de dons, 8000 tonnes, 15 000 palettes qui ont pu être envoyées en moins de 6 mois sur votre territoire. La mission de la protection civile, le souhait de la protection civile, c'est bien sûr de continuer à vos côtés. L'ensemble des bénévoles souhaitent rester engagés sur 2 missions essentielles. Tout d'abord, l'aide à la résilience, la formation aux gestes de premiers secours, vous aider à mieux traverser cette guerre, cette crise, et en même temps continuer à vous aider sur des moyens beaucoup plus ciblés en termes de chauffage et de groupes électrogènes, de générateurs. Ma question est, Madame Zelenska, pouvez-vous nous en dire encore plus sur ce besoin concret en termes de générateurs, de points de chauffage, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, par rapport aux points de résilience, aux points de vie, comment les Français, à nos côtés, peuvent vous aider? Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup pour votre question. C'est telle actualité qu'il serait difficile de surestimer. Aujourd'hui, le pouvoir crée les points d'invincibilité, notamment grâce aux bénévoles de l'étranger, pour que les gens qui n'ont pas la possibilité de se chauffer dans leur maison puissent venir se réchauffer, boire du thé, recharger leur ordinateur, téléphone, et donc on peut y rester quand on n'a pas d'endroit où aller. Je peux dire ce que fait ma fondation. Notre mission aujourd'hui consiste à aider les habitants des territoires récemment déoccupés, les territoires à moitié détruits, mais où les gens continuent à vivre. C'est d'abord la région de Kharkiv et la région de Kherson. Malheureusement, la situation humanitaire là-bas est absolument terrible. On peut parler de catastrophe humanitaire. Nous voulons apporter donc les générateurs, les couvertures, les sacs de couchage, les chauffe-eau à gaz, les systèmes de nettoyage d'eau potable, notamment chez les particuliers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans leurs maisons détruites, qui n'ont aucune intention de partir. Ils n'ont pas de fenêtres, ils n'ont pas de toit, mais ils restent chez eux. Beaucoup de gens commencent à revenir aujourd'hui. Les conditions pour la vie sont en effet insupportables. Il y a souvent des enfants, des petits-enfants. Il faut venir jusqu'à eux et apporter cette aide. Les besoins sont immenses. Chaque générateur. La semaine dernière, ma fondation a pu transmettre dans la région de Kharkiv un chargement avec des chauffe-eau qui fonctionnent au bois. Donc nous revenons vers le Moyen-Âge. C'est honteux, mais les gens en ont besoin. Nous devons le leur transmettre et nous comptons beaucoup. Notre pays compte sur les organisations telles que la vôtre. C'est aussi pour ça que vous êtes là en France. C'est pour, basiquement, faire un appel aux dons, que les Français aussi continuent à se mobiliser et vous aident aussi financièrement. Financièrement en particulier, je peux dire que nous recevrons avec joie une aide non financière sous forme d'objet. Notre objectif n'est pas d'engranger de l'argent, puisque après nous serons amenés à acheter ces générateurs quelque part. Donc si vous avez des générateurs, des groupes électrogènes, donnez-les-nous. Donnez-les-nous, c'est le message que vous faites passer ce soir. Si vous avez des générateurs, donnez-les et évidemment, vous en prendrez grand soin. On a une autre question ce soir de Raphaël Pitti. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Médecin humanitaire, on vous a régulièrement sur l'antenne de BFM TV parce que vous êtes allé en Ukraine. Quelle est ce soir votre question à la Première Dame?
Alors nous avons une expérience maintenant qui est celle de la Syrie où nous étions pendant 10 ans et nous savons comment pratiquent les Russes pour terroriser les populations durant toutes ces années. Et c'est ce qui nous a porté justement en Ukraine puisque la guerre, elle est dans la ville et la ville est dans la guerre. Et donc nous, du même coup, elle impacte directement les hôpitaux et nos collègues ukrainiens. Et donc nous avons créé un centre de formation pour aider nos collègues à faire face justement à la prise en charge de ces blessés de guerre. Et nous sommes à Lviv, où nous avons notre centre de formation, et nous sommes maintenant aussi à Kharkiv, où nous formons aussi en distribuant et en formant à l'utilisation des échographes, qui permet d'affiner le diagnostic lésionnel des blessés qui arrivent pour essayer d'en sauver le maximum, bien évidemment, et nous avons d'autres cours qui vont suivre. On rencontre cependant, et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, Madame Zelenska, nous rencontrons quelques difficultés, bien évidemment. Nous sommes tous poussés par ce désir d'aider l'Ukraine. Mais nous rencontrons des difficultés qui sont d'ordre administratif. C'est par exemple la difficulté qu'il peut y avoir, la longueur qu'il peut y avoir à l'enregistrement de nos ONG en Ukraine. Ce qui n'est pas sans nous poser des problèmes, puisque n'étant pas enregistrés, nous ne pouvons pas suivre la législation ukrainienne. Donc pas de possibilité d'ouvrir de compte en banque et de transférer, pas de possibilité aussi de transférer du matériel pour nos centres eux-mêmes. La difficulté qu'il y a en employer des Ukrainiens dans nos ONG pour pouvoir les rémunérer. Vous demandez une simplification? Oui, absolument. Il faut que nous puissions, que ça puisse se simplifier au possible. Une ONG qui a une existence depuis plus de 2 ans doit pouvoir se faire enregistrer dans le mois et non pas attendre plus de 6 mois, ce qui nous pose quand même des problèmes. Et la deuxième question, c'est bien évidemment le problème de la coordination entre les structures ukrainiennes et les ONG qui sont sur place, qui fait que dans certains endroits, et en particulier dans l'est du pays, certaines associations locales avec qui nous travaillons sont un peu écartées du même coup des capacités de distribution. Et donc il y a un vrai problème pour assurer, c'est quand même une crise humanitaire de très grande ampleur. Elle touche des millions de personnes. Il est évident que les forces de tous doivent pouvoir être coordonnées pour assurer cette aide au maximum de personnes. Et donc, il manque cette coordination entre les structures ukrainiennes et les structures internationales. Merci, docteur. Olena Zelenska. Le but n'est pas de répondre à, comment dire, pour une ONG en particulier, en l'occurrence. Le but, c'est d'avoir une réponse plus globale, effectivement, sur la coordination. Чесно кажучи, я навіть під час діяльності своєї фундації також відчуваю ці самі проблеми. Dans le fonctionnement de mon association, je ressens les mêmes problèmes. En effet, la coordination et la coopération avec les administrations locales est compliqué. Я щаслива, що на сьогодні сталася така зустріч, і дуже вас прошу залишитися потім, щоб ми з вами поговорили, обмінялися контактами, тому що, мені здається, українці, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб допомога, яка надходить, все ж таки надходила, а не десь губилася посередині. І тому я дуже вас прошу, щоб ми з вами ще більше поспілкувалися після ефіру. Я хочу дізнатися, як проходить процес реєстрації НГО в Україні, тому що я не реєструвала НГО ще. І щоб знати, до кого звернутися з вашим запитанням, тому що впевнена, що ваша проблема не є унікальною, і її потрібно вирішувати комплексно одразу з тими, хто може дати чіткі відповіді на всі ці проблеми. Дуже вдячна, що ви дали мені таку можливість сьогодні поспілкуватися. On aura réussi ça, au moins ce soir, à vous mettre en contact effectivement pour que les choses avancent pour le bien des Ukrainiens, évidemment. Olena Zelenska, c'est quoi l'opération Cigogne? Я думаю, що доктор знає також про цю операцію. Тут у Франції ви називаєте операцію лелека, ми її називаємо конвої життя. Перші дні з'ясувалося, не з'ясувалося, стало зрозумілим, що лікувати онкохворих дітей в підвалах неможливо. І тому
grâce à la coopération d'un très grand nombre de médecins, des bénévoles de différents pays, on a réussi à créer une route par laquelle nous avons pu évacuer plus de 500 enfants pour être soignés à l'étranger. Un hub médical avait été créé à Lviv où les médecins recevaient les patients, rétablissaient leur diagnostic. Parfois, il fallait stabiliser ces enfants, les préparer à un transfert ultérieur. Ensuite, les enfants étaient amenés en Pologne, un deuxième hub médical, et après, les enfants ont été renvoyés dans différents pays, dont la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et les États-Unis, le Canada. On les regarde, ces enfants, ensemble. On a des images tournées notamment par Clémence Dibou. On regarde ces images à l'hôpital Robert Debré, ici à Paris, de ces enfants qui ont donc pu sortir d'Ukraine, malades, avec un cancer, et qui sont soignés ici. On regarde et on en parle ensemble juste après. Sviatoslav a 14 ans. Il y a 3 mois, les médecins ukrainiens lui ont diagnostiqué une leucémie. Le diagnostic est tombé le 1er mai. Nous sommes restés à l'hôpital de Lviv pendant 2 jours. Mais les médecins nous ont dit que c'était trop dangereux. Nous avons été envoyés en Pologne avant d'être transférés en France le 6 mai. Accompagné par sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur, l'adolescent a immédiatement commencé sa chimiothérapie à l'hôpital Robert Debré à Paris. La famille, logée dans un appartement du 17e arrondissement, devra rester en France pendant près de 3 ans. Nous sommes très contents d'être pris en charge en France. Le suivi médical est plus qualitatif ici. Même si Sviatoslav est triste de ne plus voir ses amis. Le transfert de Sviatoslav a été possible grâce à une opération Cigogne menée par le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Des actions comme celle-là, il y en a eu 6 entre les mois de mars et de juin. Il faut d'abord les sortir donc du territoire ukrainien, les emmener en Pologne. Et à ce moment-là, la France, nous ne pouvons pas entrer en Ukraine. C'est un territoire de guerre. Ce sont des enfants qui doivent évidemment être transportés dans des conditions très particulières compte tenu de leur état de santé. Nous les transportons en avion médicalisé jusqu'à la France avec leurs accompagnateurs. Au total, 43 enfants ont été transférés en France. Ils sont tous atteints ou de cancer, ce qu'on appelle nous des tumeurs solides, ou des leucémies et lymphomes, donc qui sont des tumeurs hématologiques. Donc on va les répartir en fonction de leur type de tumeur. Ces derniers mois, certaines familles ukrainiennes d'enfants malades ont rejoint la France par leurs propres moyens. Environ 60 enfants concernés sont donc actuellement hospitalisés dans notre pays. Le professeur Dalle est avec nous à distance ce soir. Bonsoir professeur, merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes le coordinateur de la prise en charge donc, oncologique de ces enfants ukrainiens qui arrivent en France. J'ai 2 questions pour vous très simples. Combien d'enfants traités au total depuis le début de cette guerre? Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'ils vous disent ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vous racontent ces enfants du fait d'être transférés ici en France et de leur prise en charge en France? Qu'est-ce que peut dire... Bonsoir monsieur, bonsoir madame Zelenska. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence du plateau. Qu'est-ce que peuvent nous dire des enfants malades qui, comme le disait très bien madame Zelenska en début d'émission, ont à faire face à différents stress, tous plus épouvantables les uns que les autres au même moment. C'est le stress de la maladie, potentiellement mortelle, et même quand on est un très jeune enfant, on comprend très vite que sa vie est en jeu avec un tel diagnostic. Stress d'un pays en guerre, et je crois que nous, de notre bon côté de l'Occident, nous n'avons pas la moindre idée de ce que c'est que de vivre dans un pays en guerre, et ces enfants-là nous ont raconté leur parcours pour arriver à Lviv. Comme le disait madame Zelenska, le hub en Ukraine était à Lviv, et toujours à Lviv. Le terrible stress de laisser un papa, un grand frère au combat derrière soi, de partir sans savoir si on reviendra dans son pays et dans quelles conditions. Donc à la fois, je crois que et les enfants et les parents qui les accompagnent, surtout des mamans, parfois des grands-mères, sont soulagés d'être chez nous et terriblement déchirés et de toute manière terrorisés par tout ce qui arrive. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pu être en duplex avec nous ce soir. C'est important, Lena Zelenska, qui vient d'être dit, c'est que ce ne sont pas évidemment que les enfants qui sont amenés en France. Il y a les parents qui sont là. C'est important d'avoir cette cellule autour d'eux pour les soutenir dans cette épreuve-là, cette double épreuve.
Je pense que ces convois n'auraient pas pu être possibles si on n'avait pas pu envoyer leurs accompagnants, la famille, les parents, parce que les enfants dans une situation de stress ne peuvent pas guérir sans l'aide des proches. Et je suis heureuse que les pays qui nous aident accueillent aussi les familles, parce qu'il est impossible dans cette situation de prendre des enfants sans leur famille. Évidemment. Madame, il y a évidemment ces enfants malades, mais il y a aussi tous ces enfants qui ont été tués par la guerre. Il y a ceux qui sont blessés, il y a ceux qui sont enlevés même. On a des cas terribles, des histoires effrayantes qui ont beaucoup ému les Français. Quelle est aujourd'hui la situation, le bilan à ce jour de la guerre concernant les enfants? Il y a plusieurs centaines de victimes. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces enfants qui ont disparu? Actuellement, tous nos services sociaux dirigent toutes leurs forces pour collaborer avec des organisations internationales, celles de l'ONU notamment, pour mettre toutes les forces, faire tout le possible pour avoir des informations sur les enfants qui ont été sortis du pays. Et malheureusement, nous n'avons même pas le nombre, parce que toutes les informations concernant les territoires occupés ne nous parviennent pas. Nous connaissons les chiffres communiqués par la Russie, mais nous ne pouvons pas faire confiance. Mais c'est du kidnapping pur et simple. Les enfants sont amenés sans autorisation. Sans autorisation de services qui sont responsables de ces enfants, sans informer ces services. Nous perdons tout simplement ces enfants, nous ne savons même pas ce qui leur arrive. Et les enfants qui ne peuvent pas être responsables encore, qui ne peuvent pas prendre de décisions, qui ne peuvent pas intervenir, ça c'est des histoires terribles. Et c'est un sujet très douloureux pour nous. Le plus horrible, ce que les Russes font, c'est qu'ils ont facilité des conditions pour adopter les enfants ukrainiens. Donc, ils accélèrent ce processus pour pouvoir laisser les enfants en Russie. Et nous n'avons aucune influence. Et tous nos appels ne restent qu'appels. Même les appels de tous les hommes politiques respectueux dans le monde entier ne restent que des appels. Pour que les choses soient claires, vous parlez de déportation? Oui, c'est une déportation. Pour vous, ça ne fait aucun doute. C'est un processus de déportation. Oui, c'est en effet. On a parlé des enfants. Vous vous mobilisez aussi, Olena Zelenska, pour les femmes, bien évidemment, dans cette guerre. On a une autre question dans le public. Question d'Ania. Bonsoir, Ania, et merci d'être avec nous. Vous êtes réfugiée ukrainienne ici en France. Vous êtes venue, je le précise, avec Ostap. Bonsoir, Ostap. Bonsoir. Merci d'être là aussi, Ostap. Vous avez une question. Vous êtes arrivé au début de la guerre. Vous avez une question aussi pour Madame Zelenska ce soir. Oui, bien évidemment. Доброго вечора. Je suis très contente de vous voir et je voulais juste dire qu'en tant qu'Ukrainienne, j'adore l'image que l'Ukraine montre maintenant parce qu'on découvre le pays à travers les personnalités et je suis très fière qu'on découvre l'Ukraine à travers Pani Zelenska, Madame Zelenska, parce que c'est l'image de l'Ukraine, c'est l'image des femmes ukrainiennes et c'est justement ma question aujourd'hui. Nous, autant que femmes, autant que civils, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour aider, soutenir nos enfants, des personnes qui sont déplacées, des personnes qui sont réfugiées? Et surtout, ma question, c'est à propos des soldats qui rentreront de la guerre, blessés psychologiquement, physiquement aussi. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour les aider, pour rendre leur vie meilleure après la victoire de l'Ukraine?
Merci beaucoup. La première partie de la question, qu'est-ce que nous, les femmes, pouvons faire pour aider nos enfants? Premièrement, c'est être près d'eux tout le temps, de les soutenir, de les calmer et de leur donner l'espoir en cette victoire qui est proche. Nous savons que l'assimilation dans les pays où se trouvent nos réfugiés est compliquée. C'est un processus qui n'est pas facile. Je sais que les pays qui vous accueillent, notamment, font beaucoup pour que vous vous sentiez en sécurité et que vous soyez tranquille. Nous travaillons beaucoup avec d'autres premières dames pour faciliter l'apprentissage des enfants ukrainiens à l'étranger, parce que la plupart de nos élèves suivent deux programmes, et le programme de pays d'accueil et le programme ukrainien, et c'est compliqué de faire les deux en même temps, et j'espère de faire tout pour plus de souplesse vis-à-vis de nos enfants dans les écoles d'accueil, pour qu'ils puissent, pour qu'ils n'abandonnent pas l'apprentissage en langue maternelle, parce que c'est vrai que le programme ukrainien scolaire est un peu différent, et cela concerne aussi les enfants qui sont en fin de leur cursus et qui doivent passer le baccalauréat et doivent se préparer. En ce qui concerne nos militaires qui doivent rentrer du front, actuellement, c'est peut-être la tranche de population la plus influente, parce que c'est des personnes qu'on respecte le plus, parce qu'ils sont là, ils se tiennent entre nous et la mort. Et donc nous devons créer toutes les conditions à leur retour pour qu'ils puissent non seulement avoir le respect, mais aussi pour qu'ils puissent réintégrer dans la société, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie d'une manière la plus efficace, même avec des blessures ou avec des prothèses. C'est pour ça qu'il y a des cliniques en Ukraine qui se créent, et justement, il y a un projet Superhumans qui est initié. Donc, c'est un hôpital qui ouvrira dans la région de Lviv. Et le but, c'est de faire sentir aux personnes qui vont revenir avec des amputations, non pas comme des personnes simplement normales, mais comme des super personnes, parce que lorsqu'on revient mutilé, c'est compliqué. Il y a un programme national de santé psychologique et de soutien psychologique qui a été créé avec mon initiative, et il y a beaucoup de vétérans partout dans le monde qui souffrent de dépression, de tout type de dépression, des comportements asociaux, des problèmes dans la famille, tout ça parce qu'ils n'ont pas pu obtenir une aide psychologique à temps. Heureusement, nous avons beaucoup de soutien à travers le monde, et l'Organisation de la santé mondiale participe aussi à ce projet, mais actuellement, le problème le plus important, c'est le manque de psychologues militaires, et aussi bien sur le front que dans les hôpitaux. Nous devons nous rattraper et rattraper ce retard. Nous espérons l'aide d'Israël, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous avons des projets avec la Belgique. Nos collaborateurs et nos spécialistes psychologues partent pour des formations en Grande-Bretagne, qui a aussi beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je suis heureuse d'avoir commencé ce travail maintenant, et j'espère que lorsque nos gars et nos filles retourneront après le front, nous aurons beaucoup de projets, de propositions et de possibilités. Et je sais que le ministère de l'économie travaille sur toute une mallette d'outils qui pourrait les aider, des réductions pour les employeurs, pour qu'ils puissent les embaucher. C'est des subventions pour les études. Et ces projets, ils peuvent exister à l'infini. Et
on doit faire tout pour que les gens nous aident à créer ce projet. Voilà pour la réponse à la question d'Ania. Est-ce que Ostap a une question ou pas? Ostap, est-ce que tu as une question pour Olena Zelenska? Non? Non, il n'a pas, il a pas envie. On l'embête pas. Merci beaucoup en tout cas, Ania. Merci Ostap d'avoir été avec nous. Une question sur l'aide apportée par la France, par les Français. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux Français qui, ces derniers mois, ont aidé les Ukrainiens? Premièrement, ce qui est le plus important, c'est les mots de remerciement. Je connais des milliers de cas lorsque les Français accueillaient chez eux des réfugiés ukrainiens. Nous savons qu'il y a plusieurs dizaines de militaires ukrainiens suivent les traitements en France. Nous avons parlé du projet Cigogne. L'Ukraine aussi reçoit de l'aide du business français, des ONG françaises. Et je pense que c'est une aide globale de la société et c'est un signe. Cela veut dire que nous vivons dans le même monde où l'humanité et les valeurs démocratiques sont essentielles. Et c'est ce qui nous inspire. Beaucoup de personnes parlent de la résilience française, comme les Anglais disent resilience. Et pour beaucoup, c'est grâce à cet énorme soutien depuis le premier jour. C'est aussi une aide spirituelle. Nous savons que nous avons des amis et nous savons qu'ils nous soutiennent. Lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas gagner. On ne peut gagner qu'ensemble. C'est pour ça que je demande de continuer d'aider. Il est très difficile il n'est pas facile de ne pas se détourner, de tourner la tête lorsqu'on voit des images terribles de la guerre, de regarder des choses plutôt distrayantes, surtout à l'approche des fêtes. Noël, c'est la fête de la lumière, des illuminations, et en Ukraine, nous connaissons le blackout. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas les fêtes de Noël faire d'oublier votre aide à l'Ukraine, parce que nous sommes dans l'obscurité et nous avons besoin de passer dans la lumière et nous pouvons le faire qu'ensemble. Ne nous oubliez pas, c'est ce que vous dites ce soir aux Français. Je voudrais qu'on retourne sur le terrain en Ukraine et retourner dans la ville où se concentrent en ce moment les bombardements et les combats les plus difficiles, c'est-à-dire Bakhmout. Benoît Ballet, on vous retrouve en direct en Ukraine. Vous étiez à Bakhmout ces derniers jours, Benoît. Combat acharné malgré l'hiver. Oui, c'est ça. Hein. Bakhmout, c'est vraiment aujourd'hui la ville qui concentre tout le malheur des Ukrainiens. Il faut imaginer que Moscou pousse au maximum parce que conquérir Bakhmout serait une victoire extrêmement symbolique pour l'armée de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs ne s'est pas caché que les mercenaires de Wagner sont au premier plan. Et en face, évidemment, les Ukrainiens, hors de question pour eux de céder le moindre terrain. Volodymyr Zelensky l'a dit à de nombreuses reprises. L'objectif, c'est bien de reconquérir la moindre parcelle du pays qui a été envahie par la Russie depuis le 24 février. On parle donc de bombardements intenses. Quand nous y étions avec Joanne de Marle, c'était presque une explosion toutes les 3 minutes. Il y a même des quartiers dans le centre-ville à l'est de la rivière Bakhmouta où il est extrêmement dangereux de s'y rendre parce qu'il y a même des combats à vue. Ça tire avec des mitrailleuses, des armes lourdes. Alors c'est une ville qui est véritablement une ville fantôme. Il y avait 70 000 habitants avant la guerre. Il ne serait plus que quelques milliers. Ces habitants qui sont la plupart du temps terrés dans leurs caves, dans des abris collectifs. Il fait évidemment très froid parce qu'il n'y a plus d'électricité, parfois même plus d'eau courante dans certains quartiers. C'est vraiment la ville symbole aujourd'hui de ces combats qui durent depuis des semaines, depuis des mois. Et les habitants espèrent tous que l'issue est proche, que les Ukrainiens vont pouvoir repousser définitivement les Russes par-delà les frontières du pays. Benoît Ballet avec Joanne de Marle ce soir, donc en direct d'Ukraine, Ulysse.
Oui, madame, on voit avec le front, la guerre, l'atrocité de la guerre. Vous nous avez dit la victoire de l'Ukraine, c'est la justice. Mais la victoire de l'Ukraine, c'est aussi la reconquête des frontières. Est-ce que pour vous aussi, c'est ça l'objectif, c'est reconquérir tous les territoires occupés, annexés par les Russes depuis le 24 février et même avant, depuis 2014 ? C'est quoi la victoire militaire pour vous ? C'est ce que vous venez de dire et je pense que ce n'est pas que mon opinion ou l'opinion du président, c'est l'idée de tous les Ukrainiens, c'est une question de justice. Nous ne pouvons pas laisser tomber tous ceux qui se trouvent sur le territoire occupé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas renoncer à nos territoires uniquement parce qu'elles sont difficiles à reprendre. Parce que là-bas, il y a toujours des gens qui vivent et qui attendent le retour de l'Ukraine. Comme vient de dire votre correspondant à Bakhmout, il n'y a que quelques milliers de personnes. Pouvez-vous imaginer la vie de ces gens? Tout le monde est parti et ces gens-là sont restés. Et ce sont eux au nom desquels l'armée ukrainienne se bat aujourd'hui. Ce sont les gens qui ne quittent pas leur maison et qui ne quitteront jamais à aucune condition. Ces gens croient que c'est leur patrie et qu'ils doivent y rester. Et mais donc ça veut dire, Madame Zelenska, reconquérir le Donbass et la Crimée? Eh bien, nous ne reconquérons pas. Les destructions de toutes les normes du droit international ont eu lieu en 2014. La restauration de ces normes et des frontières de notre pays est juste. Est-ce que pour vous, de voir un jour votre mari négocier avec les Russes et négocier avec Poutine, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est une question à lui poser. À lui, c'est une question trop politique pour que je puisse même y réfléchir. On continue notre dialogue. On a encore une question pour vous. S'il est avec nous, est-ce que Mathieu Kassovitz est là? Bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Tout le monde vous connaît, acteur, réalisateur en France. On voulait vous avoir avec nous ce soir parce que vous êtes allé en Ukraine aussi il y a quelques mois. Vous avez rencontré un certain nombre de réfugiés, vous êtes allé sur place notamment avec JR. Quel est votre témoignage ce soir et quelle est la question que vous voulez poser à Madame Zelenska? J'ai beaucoup de questions à poser, mais je vois que beaucoup de questions sont posées, donc je ne sais plus très bien quoi poser comme question, à part quand votre mari s'est présenté d'une manière officielle aux élections présidentielles à l'époque et que vous avez entendu ça à la radio, quand il est rentré à la maison le soir et vous avez eu cette discussion, avec tout ce que vous savez aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de retourner à l'époque et de lui parler, de lui dire oui, non. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à l'époque qu'il serait capable de faire ce qu'il a fait? Et est-ce que vous l'encourageriez aujourd'hui à faire ce qu'il a fait? Bonne question. Question très globale, je dois dire que ce n'est pas grâce à la radio, mais à la télé, c'était en France, nous étions en vacances de Nouvel An, nous avons pris des enfants, ils sont partis, nous avons fait du ski en fait, toute ma famille aime beaucoup le ski sauf moi, et aujourd'hui tout simplement nous n'avons pas cette possibilité. J'avais beaucoup d'émotions. L'essentiel était de me demander pourquoi je n'ai pas été prévenue, pour ne pas l'apprendre par la télé. Mais connaissant mon mari, lui dire des choses du genre « tu ne devrais pas faire ça, réfléchissons d'abord ». S'il l'a déjà dit, ça veut dire que toutes les conversations sont superflues.
Je peux soit l'accepter et le soutenir, soit faire un ultimatum et dire que je ne prendrai pas part dans cette histoire. Donc là, tu te débrouilles tout seul. Mais comme nous ne sommes pas que mari et femme, nous sommes des grands amis, j'ai réussi à trouver en moi des forces à lui pardonner. Cette erreur de ne pas avoir parlé avec moi au préalable, il était évident que je devais rester à ses côtés, car je devais le soutenir. De ma part, cela aurait été pas seulement une trahison. Peut-être on peut utiliser le mot de trahison, mais cela aurait voulu dire que notre histoire était terminée. Si je savais ce que nous attendait, ce que l'avenir nous préparait, je ne sais pas. Peut-être nous aurions pu nous préparer à certaines choses, au moins émotionnellement. Mais changer quoi que ce soit, je ne pense pas que j'aurais pu lui dire n'y allons pas. Car maintenant, lorsque je regarde le président de notre pays, en oubliant qu'il s'agit de mon mari, je ne pense pas, je suis citoyenne de l'Ukraine. Mon pays est en guerre, nous avons un président. Je considère que c'est l'unique candidat capable de nous apporter la victoire. Merci Mathieu, merci pour cette question. Je voulais conclure, Olena Zelenska, mais Ulysse me fait signe depuis 5 minutes. Il veut à tout prix vous poser, c'est toujours comme ça avec Ulysse Gosset, la dernière question. Non, mais j'ai été très impressionné. D'abord, Jo, merci pour votre participation très émouvante à cette émission et votre force pour nous convaincre. Mais vous avez dit, la guerre va durer. Est-ce que la paix est possible? Quel est l'espoir de paix que vous avez aujourd'hui? S'il n'y a pas de paix, alors pourquoi se battre? Bien sûr, nous souhaitons la paix. Nous ne souhaitons que la paix. C'est notre objectif. Bientôt, c'est Noël et chaque enfant en Ukraine va faire un vœu. Et je suis persuadée que chaque enfant en Ukraine souhaitera la paix. Vous savez, ces derniers temps, je cite souvent Golda Meir. On a demandé un jour au sujet de la guerre en Israël et il a dit, il me semble un rôle très clair, nos ennemis veulent que nous mourions et nous, nous voulons vivre. Nous n'avons donc pas de choix. Merci madame. Merci Olena Zelenska. On a bien compris votre message aux Français ce soir, qui était de dire ne nous oubliez pas, vous craignez la lassitude. Si vous aviez un tout dernier message à envoyer ce soir aux téléspectateurs de BFM TV, je ne sais pas où est votre caméra, elle est juste là. Si vous aviez un dernier message pour les téléspectateurs de BFM TV. Et nous rappeler qu'il y a un événement qui a lieu demain soir, où vous serez là en personne avec beaucoup d'amis français, à la salle Pleyel. Ce sera à la salle Pleyel. Votre dernier message aux téléspectateurs de BFM TV. Chers téléspectateurs, continuez à suivre les événements en Ukraine, à soutenir l'Ukraine. Nous sommes du même côté, nous sommes des âmes sœurs. Ne laissez pas l'ennemi à briser notre amitié. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. Merci infiniment. Merci Olena Zelenska d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, ce dialogue. Je remercie évidemment le public et tous ceux qui vous ont interrogé ce soir sur BFM TV. Merci à vous.